Vincent Godoy n'avait jamais su ce que c'était d'entendre un refus. Depuis son enfance, il était entouré de confort, de luxe et de privilèges. Jusqu'au jour où son monde fut réduit au petit corps blanc de Bernard, son berger suisse, allongé dans un coin de la chambre, tremblant et incapable de lever la tête. Bernard avait toujours été le seul point d'affection véritable dans la vie de Vincent. Le chien le suivait à travers les couloirs interminables du manoir, ignorant les domestiques, les voitures de luxe et les visiteurs importants. Là où allait Vincent, Bernard suivait. Mais maintenant, l'animal était couvert de plaies, amaigri et infesté de parasites internes et externes. Une infestation résistante à tous les traitements connus. Vincent avait engagé des spécialistes du monde entier. Il avait dépensé des fortunes en examens, médicaments expérimentaux, recherches exclusives, et rien ne fonctionnait. Chaque aboiement rauque et chaque regard douloureux de Bernard était un affront direct au contrôle absolu que Vincent avait toujours cru posséder. Au comble du désespoir, alors que le manoir s'enfonçait dans le silence et que l'air sentait le désinfectant et les médicaments coûteux, l'un des jardiniers suggéra un nom improbable. Amélie Durand. Vincent se figea. Il connaissait ce nom. Amélie était la vétérinaire qui, des années auparavant, avait osé l'affronter publiquement, accusant l'une de ses industries de déverser des déchets toxiques dans un quartier pauvre de la ville, contaminant le sol et rendant malades animaux et résidents. Amélie parlait avec une conviction qui irritait Vincent, comme si son argent n'était pas capable de la faire taire. Non seulement il avait discrédité chacune de ses paroles, mais il avait utilisé son influence pour salir son image, entraver son travail et s'assurer qu'elle soit étiquetée comme une activiste incontrôlable. Vincent avait gagné, ou du moins c'est ce qu'il croyait. Maintenant, cette même femme était sa dernière chance. Le téléphone semblait peser 100 kilos dans sa main, mais il appela. Amélie répondit sans émotion. Elle entendit, sans surprise, le nom de Vincent et la raison de l'appel. Il n'y eut ni ironie ni reproche, juste une réponse brève. Elle viendrait voir Bernard. Quand Amélie arriva, elle portait dans ses yeux la même fermeté qu'il y a des années. Elle traversa le manoir sans regarder les meubles coûteux ou l'homme qui avait tenté de la détruire. Elle alla directement vers le chien. Ses doigts glissèrent sur le pelage sale et desséché de Bernard, tandis que Vincent observait à distance, mal à l'aise dans sa propre maison. Amélie ne demanda pas pourquoi il l'avait appelé. Elle ne voulait pas d'explication. Elle voulait seulement sauver le chien. Le diagnostic vint rapidement. Bernard était contaminé par un type rare de parasite, résistant aux médicaments et directement lié aux zones à forte concentration de métaux lourds. Vincent sut à l'instant même, Bernard avait été empoisonné par l'héritage de son propre empire. Amélie expliqua sans détour que les meilleurs laboratoires du monde n'avaient pas la réponse. Le remède se trouvait dans ce qu'elle avait appris seule, en soignant des chiens errants oubliés dans des zones contaminées par des entreprises comme celle de Vincent. Le traitement était artisanal, rudimentaire. Des compresses d'herbes spécifiques, des bains thérapeutiques, des huiles naturelles et un protocole d'alimentation et de nettoyage interne développé par essai et erreur. Vincent écouta, méfiant. Mais quand Bernard gémit doucement en essayant de se lever, il céda. Amélie allait et venait dans le manoir, ignorant les regards curieux et la présence constante de Vincent. Chaque toucher attentionné sur Bernard, chaque bain lent, contrastait avec la froideur automatique de tous les autres vétérinaires qui étaient passés par là. Mais le processus fut interrompu. Un soir, Amélie glissa sur l'une des marches en marbre du manoir et se tordit le poignet. Incapable de continuer seule, elle remit à Vincent une série d'instructions détaillées. Il devrait s'occuper de Bernard, personnellement. Et pour la première fois depuis des années, Vincent ne paya pas quelqu'un pour faire le travail. Il prépara des bains à la forte odeur d'herbe, nettoya chaque plaie, appliqua de l'huile de ses propres mains. Et Bernard commença à réagir. D'abord un regard plus attentif, puis un léger redressement de tête. Quelques jours plus tard, il remua la queue. Faiblement, mais il la remua. Mais juste au moment où Vincent croyait que le pire était passé, Bernard disparut. Un matin, le chien n'était pas dans le jardin où il se reposait toujours. Amélie, furieuse, accusa les gardes de Vincent de sabotage. Ils cherchèrent pendant des heures jusqu'à ce qu'ils trouvent l'animal enfermé dans un hangar abandonné au fond de la propriété. Quelqu'un l'avait mis là. Quelqu'un voulait que Bernard ne survive pas.
Le soupçon flotta dans l'air sans nom. Amélie alerta Vincent. Bernard n'était que le symptôme. Le poison de ses entreprises courait dans des endroits dont ils ne se souvenaient même plus qu'ils existaient. Pendant qu'ils cherchèrent des réponses, Amélie découvrit que l'un des ingrédients essentiels pour la guérison complète était une plante qui ne poussait que dans des zones détruites par des industries comme celle de Vincent. Le cycle était parfait dans sa cruauté. Bernard n'était tombé malade qu'à cause de Vincent et ne pouvait être guéri que par quelque chose que Vincent avait contribué à faire disparaître. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup quand on débute. Et maintenant, continuons. Au coucher du soleil, lorsque les employés du manoir se retiraient dans leur quartier, Vincent marchait dans les jardins impeccables, avec Bernard encore chancelant à ses côtés. À ce moment-là, une brise légère agita les feuilles et apporta un parfum étrange, quelque chose que Vincent n'avait jamais remarqué auparavant. Suivant l'arôme, il arriva à une partie reculée du terrain, un petit parterre caché entre des arbustes ornementaux où poussaient des herbes différentes de tout ce que les jardiniers cultivaient. Curieux, Vincent s'approcha et découvrit un petit potager médicinal, caché aux yeux de tous. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qu'il voyait, une voix familière surgit derrière lui. « Ce sont les miennes. Je les ai plantées quand j'ai commencé à traiter Bernard. » Amélie se tenait là, un arrosoir à la main. Dans la faible lumière du crépuscule, Vincent remarqua pour la première fois les détails de son visage. De petites rides d'expression autour des yeux, la peau marquée par le soleil, des mains rugueuses de quelqu'un qui n'a jamais eu peur, du travail dur. Elle ne semblait pas le moins du monde intimidée d'être sur la propriété de l'un des hommes les plus puissants de France, sans invitation. « Je pensais que vous étiez parti après l'accident », commenta Vincent, se rendant compte qu'il y avait quelque chose d'étrange dans cette situation. « Je suis revenu. Votre majordome, monsieur Antoine, m'a donné la permission de continuer à m'occuper des plantes. Elles sont essentielles pour le traitement complet de Bernard. » Vincent ressentit une pointe d'irritation. Il n'aimait pas être le dernier à savoir ce qui se passait dans sa propre maison. Mais avant qu'il ne puisse en demander davantage, Amélie pointa du doigt une petite plante, aux feuilles sombres et épineuses. Celle-ci est l'épine sainte des marais, une rareté de nos jours. Elle ne pousse que dans des zones où le sol a été contaminé par des métaux lourds, puis abandonné pendant au moins une décennie. C'est un paradoxe vivant. Elle naît de la destruction, mais possède un pouvoir de guérison. Vincent s'approcha, fasciné par cette plante qui semblait si ordinaire et insignifiante, mais qui portait tant de symbolisme. Comment avez-vous réussi à la trouver? Dans la zone autour de votre ancienne usine de produits chimiques à Fos-sur-Mer, là où vous avez déversé des déchets pendant 15 ans. L'accusation directe fit durcir l'expression de Vincent. Il n'était pas habitué à entendre des vérités sans détour. Cette usine a été fermée il y a des années. Oui, après, que le scandale soit devenu trop grand pour être étouffé. Mais le poison qu'elle a laissé est toujours là, dans le sol, dans l'eau, dans les gens. Il voulait mettre fin à cette conversation, mais Amélie continua, sa voix calme contrastant avec le poids de ses paroles. « Savez-vous ce qui est le plus ironique, monsieur Godway? Cette plante qui peut sauver votre chien n'existe que grâce à la destruction que vous avez causée. La nature trouve des moyens de régénération, même après le pire des désastres. » Vincent regarda Bernard, qui semblait étrangement attentif à la conversation. Le chien, encore faible, mais montrant déjà des signes clairs de rétablissement, regardait l'un puis l'autre comme s'il comprenait chaque mot. « Que voulez-vous finalement ?» Amélie posa l'arrosoir au sol et regarda Vincent directement. « Je veux que vous voyiez ce que je vois tous les jours, et je veux que vous fassiez quelque chose à ce sujet. » Ce soir-là encore, Amélie emmena Vincent jusqu'à son refuge en périphérie de Paris. C'était une maison simple dans un quartier populaire, adaptée pour abriter des dizaines d'animaux secourus. Dans la grande cour, des chiens de différentes races et tailles cohabitaient en harmonie. À l'intérieur de la maison, des chats, des lapins et même une chèvre occupaient des espaces improvisés. L'odeur était forte, un mélange de désinfectants, de nourriture pour animaux et de médicaments, mais il y avait quelque chose de réconfortant dans ce chaos organisé. Vincent, mal à l'aise dans ses chaussures italiennes et son manteau en cachemire, observait en silence tandis qu'Amélie vérifiait l'état de chaque animal. Son dévouement était impressionnant.
Chaque blessure traitée avec soin, chaque médicament administré avec précision, chaque mot d'affection dirigé vers des créatures que la société avait rejetées. Voici Caramel. Amélie présenta un bâtard au pelage doré auquel il manquait une patte avant. Il a été trouvé au bord de la Seine, près de votre usine de peinture. Il était couvert d'une substance bleue qui a brûlé sa peau et détruit sa patte. Il a fallu des mois pour qu'il se rétablisse. Vincent s'approcha avec hésitation. Le chien le regarda avec curiosité, sans peur ni rancœur. Et cette chatte noire là-bas, Nina, vient de la même région. Elle était enceinte quand on l'a trouvée. Sur les 6 chatons, seuls 2 ont survécu. Les autres sont nés avec des malformations incompatibles avec la vie. Amélie continua à présenter chaque animal et son histoire. Tous étaient, d'une manière ou d'une autre, victimes de la négligence environnementale des grandes entreprises. Beaucoup d'entre elles, des entreprises du groupe Godoy. Vincent sentit le poids de cette réalité. C'était comme si, pour la première fois, il voyait clairement les conséquences de ses décisions commerciales. Ce n'était plus seulement des chiffres dans des rapports ou des procès que ses avocats réglaient avec des accords millionnaires. C'étaient des vies réelles, une souffrance réelle. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-il finalement, en observant Amélie nettoyer une cage où 2 lapins se remettaient. « Parce que quelqu'un doit le faire », répondit-elle simplement. « Parce qu'ils n'ont pas de voix mais méritent d'être entendus. » De retour au manoir, Vincent passa une nuit blanche. Les images du refuge d'Amélie ne quittaient pas son esprit. Bernard dormait paisiblement au pied de son lit, respirant plus facilement maintenant. Mais Vincent savait que pour chaque Bernard qui avait la chance d'un traitement exclusif, des centaines d'autres animaux souffraient silencieusement. Le lendemain matin, sans prévenir personne, Vincent annula tous ses rendez-vous et retourna au refuge d'Amélie. Elle était sur la véranda préparant d'autres de ses mélanges médicinaux quand elle le vit arriver. « Que s'est-il passé? Bernard va mal ?»« Non, il va bien, » répondit Vincent, semblant mal à l'aise dans ses vêtements décontractés, les plus simples qu'il ait trouvés dans son dressing rempli de costumes de marque. « Je suis venu aider. » Amélie le regarda avec méfiance. « Aider? Comment? De la manière dont vous avez besoin. » Ce jour-là, Vincent Godoy, l'homme qui dirigeait un empire de milliards, nettoya des cages, prépara de la nourriture pour des chiens malades, administra des médicaments sous supervision et transporta des sacs de croquettes de la voiture jusqu'au dépôt. Ses mains douces, habituées seulement à signer des documents et à tenir des coupes en cristal, devinrent rugueuses et égratignées. À la fin de la journée, la chemise de marque qu'il portait était sale et déchirée, et ses chaussures méconnaissables. Mais quelque chose avait changé dans son regard. Pendant des semaines, Vincent partagea son temps entre diriger ses affaires et aider au refuge d'Amélie. Il n'en parla à personne. Sa secrétaire, Cécile Mendès, une femme efficace et discrète qui travaillait avec lui depuis des décennies, croyait qu'il était impliqué dans un nouveau projet confidentiel. Les dirigeants des entreprises Godoy remarquèrent des changements subtils dans son comportement lors des réunions. Il semblait plus attentif aux rapports environnementaux, posait des questions sur l'impact social, remettait en question des méthodes de production qu'il approuvait auparavant simplement. Un jour particulièrement chaud de juillet, alors qu'il aidait Amélie à soigner un chiot avec des problèmes respiratoires, Vincent posa la question qu'il répétait mentalement depuis des jours. « Pourquoi avez-vous accepté d'aider Bernard? Après tout ce que j'ai fait contre vous ?» Amélie continua à appliquer la compresse sur le chiot pendant quelques secondes avant de répondre. « Parce que Bernard n'est pas responsable des choix de son maître. C'est tout, et parce que je savais que si je parvenais à sauver Bernard, je pourrais peut-être vous faire voir ce que vous refusez de regarder depuis des années. » Vincent resta silencieux, absorbant ses paroles. Amélie avait un plan depuis le début. Elle avait utilisé Bernard comme porte d'entrée vers sa conscience. Une conscience qu'il avait étouffée avec de l'argent et du pouvoir pendant des décennies. « Ça fonctionne ?» demanda-t-elle avec un léger sourire. « Plus que vous ne l'imaginez, admit-il. » Cet après-midi-là, en rentrant au manoir, Vincent trouva René Siquier, vice-président exécutif des industries Godoy, qui l'attendait. René était son bras droit depuis 15 ans, un homme pratique et calculateur qui savait comment maximiser les profits à tout prix. « Nous devons parler, Vincent », dit René, visiblement tendu. « Des rumeurs circulent parmi les actionnaires. On dit que vous envisagez une restructuration radicale des politiques environnementales du groupe.
Cela provoque de la nervosité sur le marché. Vincent se servit un whisky et contempla le paysage à travers la fenêtre panoramique de son bureau. De là, il pouvait voir une grande partie de Paris, une ville aux contrastes brutaux, où la richesse et la misère coexistaient côte à côte. « Les rumeurs sont vraies », confirma-t-il calmement. « Nous sommes sur le point d'annoncer la plus grande transformation de l'histoire des entreprises Godoy. » René pâlit. « Vous ne pouvez pas être sérieux. Cela va coûter des milliards. Les actionnaires vont paniquer. Les actions vont s'effondrer. »« Laissez-les s'effondrer, » répondit Vincent avec une tranquillité qui le surprit lui-même. « Ensuite, elles remonteront, quand ils comprendront que nous sommes en avance sur notre temps. » René passa les mains dans ses cheveux grisonnants, exaspéré. « Vincent, vous avez construit cet empire. Votre famille en dépend, vos employés en dépendent. Vous ne pouvez pas tout jeter par la fenêtre à cause de... De quoi exactement? Une crise de conscience tardive ?» Vincent regarda son ami de longue date, avec une expression qui mêlait détermination et une certaine tristesse. « Je ne jette rien par la fenêtre, René. Je corrige des erreurs que j'ai commises. Et quant à ma famille, eh bien, vous savez mieux que quiconque que mon ex-femme est heureuse avec sa 3e lune de miel, avec le tennisman espagnol, mon fils aîné ne me parle plus depuis des années, et ma fille n'apparaît que lorsqu'elle a besoin d'argent pour ses fêtes à Ibiza. L'empire que j'ai construit m'a tout donné, sauf ce qui compte vraiment. » René semblait désorienté face à cette nouvelle version de Vincent, un homme qui avait toujours été connu pour sa froideur et son pragmatisme. « Dans les affaires, que vous est-il arrivé? C'est à cause de cette vétérinaire, n'est-ce pas? Amélie Durand. J'ai entendu dire que vous passez du temps dans son refuge. » Vincent ne fut pas surpris que René soit au courant. Il avait toujours maintenu des informateurs pour savoir ce qui se passait dans son cercle d'intérêt. Amélie m'a simplement montré ce que je refusais de voir. Et non, René, ce n'est pas le cas d'un homme d'âge mûr essayant d'impressionner une femme plus jeune. C'est beaucoup plus profond que cela. Les jours suivants furent d'intenses activités au siège des entreprises Godoy. Vincent convoqua une réunion d'urgence avec tous les directeurs et annonça sa vision pour l'avenir. Un plan ambitieux de transformation de toutes les entreprises, du groupe vers des pratiques durables et socialement responsables. Les industries seraient modernisées avec des technologies propres, les zones contaminées seraient restaurées, les communautés affectées recevraient des compensations justes. Comme prévu, les actions s'effondrèrent dans les premières heures, après l'annonce. La presse spécialisée parlait de suicide entrepreneurial et de délire de milliardaires. René et d'autres dirigeants tentèrent tout pour le faire reconsidérer, mais Vincent était inflexible. Au refuge, Amélie entendit la nouvelle à la radio tout en soignant les animaux. Elle ne montra pas de surprise, juste un petit sourire de satisfaction. Quand Vincent arriva cet après-midi-là, elle l'accueillit avec une tasse de tisane. « Vous êtes en train de provoquer un tremblement de terre sur le marché », commenta-t-elle avec désinvolture. « Il était temps que quelqu'un secoue ces structures, » répondit-il, acceptant la tisane. « Beaucoup me trouvent fou. Ils disent que je jette aux orties des décennies de travail. Et que pensez-vous? Que je commence seulement à faire ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. La transformation des entreprises Godoy ne fut ni facile ni rapide. Il y eut de la résistance, des licenciements et même des tentatives d'actionnaires minoritaires pour écarter Vincent de la présidence. Mais il avait le contrôle majoritaire et une nouvelle détermination qui surprit même ses opposants les plus acharnés. Le premier changement significatif survint 6 mois plus tard, lorsque l'usine de Fos-sur-Mer, fermée des années auparavant après des scandales environnementaux, fut complètement réaménagée et rouverte comme un centre de recherche en technologie durable. Le lieu, autrefois symbole de destruction environnementale, devenait maintenant un laboratoire de solutions innovantes. Amélie fut invitée à la cérémonie d'inauguration, mais refusa. Elle préférait continuer son travail au refuge, loin des projecteurs. Vincent respecta sa décision, mais tint à reconnaître publiquement son rôle dans sa transformation personnelle et entrepreneuriale. Une seule personne, avec conviction et intégrité, peut changer le cours d'un empire, déclara-t-il dans son discours, surprenant tous les présents. Pendant ce temps, au refuge, les animaux secourus continuèrent d'arriver. Mais maintenant, Amélie n'était plus seule. Un groupe de vétérinaires et de bénévoles, financé par une nouvelle fondation créée par Vincent, aidait à prendre soin des animaux. Le lieu fut agrandi et modernisé, mais conserva son essence accueillante.
1 an après le début du traitement de Bernard, Vincent visita le refuge par un après-midi pluvieux. Le berger suisse, maintenant complètement rétabli, l'accompagnait. Le chien courait dans la cour, jouant avec d'autres chiens, comme s'il n'avait jamais été au bord de la faim. Amélie accueillit Vincent avec du café frais et des croissants maison. Ils s'assirent sur la véranda simple, observant la pluie tomber sur le jardin médicinal qui occupait maintenant une bonne partie du terrain. « J'ai reçu les résultats des analyses du sol de la région de Fos-sur-Mer », commenta Amélie. « Il y a une amélioration significative. Les techniques de remédiation que nous avons mises en œuvre fonctionnent mieux que prévu. » Vincent acquiesça, satisfait. « Et les cas de maladie dans la population locale? » Ils ont diminué de près, de 40% au cours du dernier semestre, selon le centre de santé. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais nous sommes sur la bonne voie. Ils restèrent silencieux quelques instants, appréciant le son de la pluie et l'arôme des plantes mouillées. C'était un silence confortable, différent de la tension qui avait marqué leur première rencontre. « Vous savez, Vincent, dit finalement Amélie, quand vous m'avez appelé ce jour-là demandant de l'aide pour Bernard, j'ai failli vous raccrocher au nez. Je l'imaginais. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Parce que j'ai réalisé que c'était une opportunité unique. L'univers me donnait une chance de toucher précisément la seule chose que vous aimiez vraiment. J'avoue avoir pensé que ce serait une forme de vengeance. Vous faire ressentir un peu de la douleur que vous avez causée à tant de personnes. » Vincent la regarda, surpris par son honnêteté. « Mais alors, poursuivit-elle, j'ai réalisé que la vengeance n'a jamais été ce que je cherchais. Ce que je voulais, c'était le changement. Et parfois, pour changer tout un système, il faut commencer par transformer une seule personne. Vous m'avez utilisé, constata Vincent, sans rancœur dans la voix. Tout comme vous avez utilisé votre pouvoir pour me détruire il y a des années, répondit-elle calmement. La différence est que j'ai utilisé mon influence pour construire quelque chose de meilleur, pas pour détruire. Vincent ne pouvait nier la vérité de ses paroles. Touché, dit-il avec un léger sourire. Et maintenant, quelle est la prochaine étape de votre plan infaillible pour la rédemption de Vincent? Godoy. Amélie rit, un son authentique qui était devenu plus fréquent ces derniers mois. Je n'ai plus de plan pour vous, Vincent. Vous tracez déjà votre propre chemin. Mon objectif maintenant est d'étendre le travail du refuge, peut-être créer un hôpital vétérinaire pour les communautés défavorisées. Je peux aider avec ça, offrit immédiatement Vincent. Je sais que vous le pouvez, mais cette fois je veux le faire à ma façon, avec mes propres ressources. Vincent comprit le message. Amélie avait toujours valorisé son indépendance. Il respectait cela maintenant, même s'il ressentait encore un besoin presque compulsif de résoudre les problèmes avec de l'argent. La semaine suivante, Vincent reçut un appel inattendu. C'était Marine, sa fille de 28 ans, avec qui il entretenait une relation distante et compliquée. Elle était en France, après des années à voyager autour du monde, dépensant la fortune de son père en soirées et relations éphémères. « Papa, il faut qu'on parle », dit-elle au téléphone, avec un sérieux inhabituel. « J'ai vu tes interviews, lu sur les changements dans les entreprises, je veux comprendre ce qui se passe. » Ils fixèrent un déjeuner dans un restaurant simple du centre de Paris, loin des endroits sophistiqués qu'il fréquentait habituellement. Vincent arriva le premier et attendit, anxieux. Il n'avait pas vu sa fille en personne depuis presque 2 ans. Quand Marine entra, Vincent faillit ne pas la reconnaître. Ses cheveux, autrefois longs et teints en blond, étaient maintenant courts et naturels. Les vêtements de marque avaient cédé la place à des pièces simples et confortables. Mais le plus grand changement était dans ses yeux. Il y avait une clarté, une présence que Vincent n'avait plus vue depuis qu'elle était enfant. « Tu es différente », commenta-t-il, après une étreinte hésitante. « Toi aussi », répondit-elle, étudiant son père avec curiosité, plus léger d'une certaine façon. Pendant le déjeuner, Marine raconta son propre parcours de transformation. Après des années de fêtes vides et de relations superficielles, elle avait eu un effondrement à Bali. Elle s'était retrouvée dans une retraite de méditation où elle avait passé 3 mois à se reconnecter avec elle-même. C'était comme se réveiller d'un mauvais rêve, papa. J'ai réalisé que j'essayais de combler un vide avec des choses qui ne faisaient que l'agrandir. Vincent écoutait, fasciné par la sincérité de sa fille. C'était comme s'ils se rencontraient pour la première fois. Et puis, je suis revenu en France et j'ai découvert que mon père, le redoutable Vincent Gaudois,
s'était transformé en une sorte d'environnementaliste révolutionnaire, continua-t-elle avec un sourire ironique. J'ai cru que quelqu'un avait piraté les journaux. Vincent rit. Moi-même, j'ai encore des jours où je n'en crois pas ce revirement. Que s'est-il passé, papa? Vraiment. Vincent raconta tout. À propos de Bernard, d'Amélie, de la réalité qu'il s'était forcé à voir après des décennies de cécité sélective. Marine écouta attentivement, posant occasionnellement des questions, mais surtout absorbant cette nouvelle version de son père. « Je veux la rencontrer, » dit Marine à la fin. « Cette Amélie qui a réussi ce que personne d'autre n'a réussi, faire voir à Vincent Godoy au-delà de son propre nombril. » Vincent hésita. Sa relation avec Amélie était complexe. Un mélange de respect mutuel, de gratitude et de quelque chose de plus qu'il ne savait pas définir. Elle n'est pas très fan des projecteurs ou de la famille Godoy, pour être honnête. Une raison de plus pour que je la rencontre, insista Marine. Je promets de bien me comporter. 2 jours plus tard, Vincent emmena Marine au refuge. Amélie était dans la cour, supervisant une nouvelle construction, un espace couvert pour les animaux pendant l'hiver. En voyant le père et la fille s'approcher, elle essuya ses mains sales de terre sur son jean déjà usé et vint les saluer. « Amélie, voici Marine, ma fille », présenta Vincent, nerveux comme un adolescent. « La fameuse Marine », sourit Amélie, tendant la main. « Votre père parle beaucoup de vous. »« J'espère que tout n'est pas vrai », plaisanta Marine, retournant la poignée de main avec fermeté. « Seulement les bonnes parties », assura Amélie, qui sont bien plus nombreuses qu'il ne l'admet. Vincent observa les 2 femmes s'étudier mutuellement. Il y avait une tension initiale, naturelle étant donné les circonstances, mais aussi une curiosité authentique. « Que diriez-vous d'une visite du refuge ?» proposa Amélie. « Je peux vous montrer les nouveaux projets que nous développons. » Marine accepta promptement et, à la surprise de Vincent, montra un intérêt sincère pour chaque détail. Elle posa des questions pertinentes, nota des informations et s'offrit même pour aider à la communication digitale du refuge, un domaine dans lequel elle avait de l'expérience grâce à ses précédents travaux avec des marques de luxe. À la fin de la visite, tandis que Vincent discutait avec l'un des vétérinaires d'un nouveau traitement, Marine et Amélie s'assirent sur un banc sous un arbre touffu. « Merci », dit simplement Marine. « De quoi ? » ?»« D'avoir rendu mon père. Il était perdu depuis si longtemps que j'avais renoncé à le retrouver. » Amélie sourit avec gentillesse. « Il a toujours été là, Marine. Il avait juste besoin d'un coup de pouce pour sortir de la forteresse qu'il avait construite autour de lui-même. » « Un coup de pouce et un chien malade, » compléta Marine avec un sourire complice. Dans les mois qui suivirent, les entreprises Godoy poursuivirent leur transformation radicale. À la surprise de nombreux analystes de marché, après la chute initiale, les actions commencèrent à se redresser lentement. Des investisseurs internationaux, en particulier des fonds axés sur la durabilité, commencèrent à s'intéresser aux nouveaux modèles d'affaires proposés par Vincent. Ce qui semblait être la fin d'un empire commençait à se révéler comme la naissance de quelque chose de nouveau et potentiellement plus précieux à long terme. Marine décida de rester en France et prit un rôle actif dans les entreprises de son père, se concentrant spécifiquement sur les initiatives de responsabilité sociale. Son frère aîné, Lucas, qui s'était éloigné de la famille après des conflits avec son père, commença également à se rapprocher, intrigué par les changements profonds qui se produisaient. Un après-midi d'automne, près de 2 ans après sa première rencontre avec Amélie, Vincent l'invita à prendre un café au siège des entreprises Godoy. C'était la première fois qu'elle acceptait d'entrer dans cet imposant bâtiment de verre au cœur financier de Paris. Amélie se sentit déplacée parmi les cadres en costume et les réceptionnistes impeccablement vêtus. Vincent la reçut dans son bureau, un espace qui était autrefois tout verre, acier et froideur, mais qui maintenant avait des plantes, du bois certifié et une vue panoramique sur un projet de toit vert qui s'étendait sur tout le complexe d'entreprise. « Impressionnant », commenta-t-elle en regardant autour d'elle. « Nous n'en sommes qu'au début », répondit Vincent, lui offrant une chaise confortable près de la fenêtre. « Mais chaque changement, aussi petit soit-il, nous rapproche de l'objectif. » Amélie accepta la tasse de café biologique qu'il lui offrit et observa l'homme en face d'elle. Vincent conservait toujours la posture élégante et le regard pénétrant de toujours. Mais il y avait quelque chose de fondamentalement différent en lui maintenant. Une humilité qui n'existait pas avant.
une connexion authentique avec les gens et le monde qui l'entourait. « Vous m'avez fait venir ici pour une raison spécifique, dit-elle, allant droit au but comme elle le faisait toujours. » Vincent sourit. Amélie n'avait jamais été du genre à perdre du temps en politesse sociale. « Oui, j'ai une proposition pour vous. » Il ouvrit un dossier et lui montra les dessins d'un complexe moderne de bâtiments, le Centre environnemental Épine-Sainte. Un espace qui réunira la recherche en médecine vétérinaire alternative, le traitement des animaux affectés par des dommages environnementaux, la restauration des zones dégradées et l'éducation communautaire. Je veux que vous le dirigiez. Amélie examina les documents en silence, impressionnée par l'échelle et l'ambition du projet. C'est trop grandiose. C'est à la mesure du problème auquel nous sommes confrontés, répondit Vincent, et à la mesure de votre capacité. Vincent, je ne suis qu'une vétérinaire qui s'occupe d'animaux abandonnés. Je n'ai pas la formation pour administrer quelque chose de cette ampleur. Vous avez quelque chose de bien plus précieux que des diplômes en administration. Vous avez la vision, l'intégrité et la confiance des communautés que nous voulons aider. Le reste, nous pouvons le compléter avec une équipe qui partage les mêmes valeurs. Amélie posa les documents sur la table et regarda par la fenêtre. La proposition était tentante. Des ressources pratiquement illimitées pour étendre le travail qu'elle faisait déjà, la possibilité d'un impact à l'échelle nationale, peut-être même internationale. Mais cela signifiait aussi sortir de sa zone de confort, entrer dans le monde des entreprises qu'elle avait toujours critiquées, associer son nom à la famille Godoy. « Je dois réfléchir, » dit-elle finalement. « Bien sûr, » répondit Vincent. « Prenez le temps dont vous avez besoin. » En sortant du bâtiment, Amélie fut surprise par un groupe de journalistes. Quelqu'un avait divulgué des informations sur le nouveau projet et sa possible participation. Des caméras et des micros l'encerclèrent, tandis qu'elle tentait de rejoindre sa voiture. « Docteur Durand, est-il vrai que vous allez prendre la direction du plus grand centre environnemental privé d'Europe? Comment vous sentez-vous d'être choisi par l'homme qui a tenté de détruire votre réputation dans le passé? Il y a des rumeurs d'une relation personnelle entre vous et Vincent Godoy. Pouvez-vous confirmer ?» Amélie esquiva les questions et monta rapidement dans sa voiture. Elle conduisit jusqu'au refuge en silence, essayant d'organiser ses pensées. La vie simple qu'elle avait construite pour elle-même était sur le point de changer drastiquement, quelle que soit sa réponse à la proposition de Vincent. Au refuge, elle trouva Marine en train de jouer avec des chiots récemment secourus. La jeune Godoy était devenue une présence régulière, consacrant plusieurs heures par semaine au travail bénévole. « Salut Amélie, comment s'est passée la réunion avec papa ?» demanda Marine, tenant un chiot poilu dans ses bras. « Intense, » répondit sincèrement Amélie. « Votre père ne fait rien à moitié, n'est-ce pas ?» Marine rit. « C'est la tradition de la famille Godoy. Tout ou rien. On s'y habitue après un certain temps. » Amélie s'assit à côté d'elle, caressant un autre des chiots. « Je ne suis pas sûre de vouloir m'habituer à votre monde, Marine. C'est trop compliqué, plein de pièges. Mais aussi plein de possibilités, » argumenta Marine. « Pensez au bien que vous pourriez faire avec les ressources que mon père vous offre. Et si je perdais mon essence dans le processus, si je devenais juste une cadre de plus dans un bâtiment de verre, loin de la réalité que j'ai toujours voulu transformer. » Marine la regarda avec une sagesse surprenante pour quelqu'un d'aussi jeune. « Vous savez ce que j'ai appris dans mon parcours? Que peu importe où nous sommes ou le titre que nous avons, ce qui compte, c'est de rester fidèle à soi-même, à ses valeurs. Et s'il y a une personne qui ne risque pas de se perdre, cette personne c'est vous, Amélie. » Les paroles de Marine restèrent dans l'esprit d'Amélie pendant des jours. Elle passa des heures à marcher avec les chiens sur le terrain du refuge, à parler avec les bénévoles, à visiter les communautés qu'elle servait. Chaque personne avec qui elle parlait avait une opinion différente sur la proposition de Vincent, mais tous semblaient s'accorder sur un point. C'était une opportunité unique d'élargir l'impact du travail d'Amélie. Une semaine plus tard, elle appela Vincent. « J'ai quelques conditions, » dit-elle sans préambule quand il répondit. Vincent sourit de l'autre côté de la ligne. « Je vous écoute. » Amélie énuméra ses exigences. Une autonomie totale sur les décisions techniques du centre, un droit de veto sur les partenariats commerciaux, une priorité pour l'embauche de personnes des communautés affectées, des programmes éducatifs gratuits, entre autres. « Cela semble raisonnable, » commenta Vincent quand elle eut terminé. « Autre chose,
Oui, je veux que le centre porte le nom d'Épine Sainte, pas de Bernard. Votre chien a déjà suffisamment d'amour et d'attention. Je veux rendre hommage à la plante qui symbolise notre capacité à trouver la guérison même dans les endroits les plus improbables. Vincent resta silencieux un moment. Centre environnemental Épine Sainte. Ça sonne bien, finit-il par convenir. 3 mois plus tard, le projet fut officiellement annoncé. La cérémonie de pose de la première pierre réunit des autorités, des militants environnementaux, des représentants des communautés locales et, à la surprise de beaucoup, Lucas Godoy, le fils aîné de Vincent, qui vivait en Allemagne depuis des années et participait rarement à des événements liés aux affaires de la famille. « Je pensais que tu ne viendrais pas », commenta Vincent lorsqu'il trouva son fils parmi les invités. Lucas, un homme d'une trentaine d'années avec les mêmes yeux pénétrants que son père, haussa les épaules. « Marine m'a convaincu. Elle a dit que tu faisais enfin quelque chose qui en valait la peine. » Vincent sentit un pincement au cœur. Il y avait tant à réparer, pas seulement avec l'environnement, mais avec sa propre famille. « J'essaie, » dit-il simplement. « Je sais, » répondit Lucas. « C'est un début. » Le discours de Vincent lors de la cérémonie fut bref et direct. Il parla de transformation, de responsabilité et de la nécessité de réparer les dommages causés dans le passé. Il ne mentionna pas de chiffres ou de projections de retour sur investissement, un langage qu'il avait toujours maîtrisé dans ses déclarations précédentes. Au lieu de cela, il parla de valeurs, d'héritage véritable, d'avenir. Quand il appela Amélie sur l'estrade, il y eut un moment d'hésitation. Elle, qui avait toujours préféré travailler en coulisses, était maintenant sous les projecteurs. Vêtue d'un ensemble simple mais élégant que Marine l'avait aidée à choisir, Amélie semblait mal à l'aise, mais déterminée. « Je ne suis pas bonne pour les discours, » commença-t-elle, « mais je suis bonne pour prendre soin des animaux, des plantes, des lieux blessés. Ce centre naît précisément de cela, de la compréhension que prendre soin n'est pas seulement un acte de compassion, mais aussi de justice. Pendant des décennies, notre société a choisi le profit au-dessus de la vie. Aujourd'hui, nous commençons à inverser cette équation. » Les mots simples mais profonds d'Amélie eurent un écho dans les médias nationaux. Le miracle Godoy, comme certains journalistes commencèrent à appeler la transformation de Vincent et de ses entreprises, devint un cas d'étude dans les Bahamas. École de commerce et un sujet de débat sur la responsabilité des entreprises. 1 an plus tard, le centre environnemental Épine Sainte fut inauguré. Un complexe de bâtiments durables, intégré au paysage, qui combinait le traitement des animaux, la recherche scientifique, la restauration environnementale et des programmes communautaires. L'équipe était diverse, des biologistes renommés aux résidents locaux formés pour agir comme éducateurs environnementaux. Amélie déplaça le refuge à l'intérieur du complexe, augmentant sa capacité et ses ressources. Mais elle conserva le même dévouement personnel aux animaux secourus. Même en tant que directrice générale, elle tenait à participer aux traitements les plus difficiles, à enseigner des techniques naturelles de guérison aux nouveaux vétérinaires, à garder les mains dans la terre du jardin médicinal qui occupait maintenant une vaste zone du centre. Vincent, quant à lui, poursuivait son processus de transformation personnelle et entrepreneuriale. Les entreprises Godoy, autrefois symboles d'un capitalisme prédateur, commencèrent à être reconnues internationalement comme un exemple de transition vers des modèles d'affaires durables. Ce ne fut pas un processus sans résistance ni recul, mais la détermination de Vincent s'avéra plus forte que les obstacles. Sa relation avec Amélie évolua vers un partenariat basé sur le respect mutuel et des objectifs partagés. Ils étaient souvent en désaccord sur les méthodes et les priorités, mais ces discussions aboutissaient toujours à des solutions plus équilibrées. Marine devint le pont entre les deux mondes, le pragmatisme commercial de son père et l'idéalisme environnemental d'Amélie. Avec une formation en marketing et un talent naturel pour la communication, elle transforma les initiatives du Centre Épine Sainte en campagnes qui mobilisaient le grand public, rapprochant la cause environnementale du quotidien des gens ordinaires. Lucas, plus réservé et analytique, trouva sa place en développant des technologies durables pour les industries du groupe. Ses connaissances techniques et son expérience internationale apportèrent des innovations qui permirent de réduire drastiquement l'impact environnemental de la production sans compromettre la viabilité économique. Par un après-midi de printemps, 5 ans après la maladie de Bernard,
Vincent marchait dans les jardins du centre Épine-Sainte. Le berger, suisse maintenant un vieux monsieur parmi les chiens, l'accompagnait d'un pas lent mais ferme. L'endroit était plein de visiteurs, des étudiants en excursion éducative, des familles apprenant le jardinage durable, des vétérinaires d'autres pays en quête de connaissances sur la médecine naturelle. Vincent observait tout avec une satisfaction silencieuse. Au centre du jardin principal, un parterre spécial abritait plusieurs espèces de la plante épine-sainte, y compris des spécimens rares sauvés de zones dégradées. Amélie était là, expliquant les propriétés médicinales à un groupe d'étudiants. Vincent s'approcha quand le groupe se dispersa. Bernard, reconnaissant Amélie, se précipita vers elle avec l'énergie d'un chiot, les faisant sourire. « Il n'oublie jamais qui l'a sauvé », commenta Vincent. « Chez les animaux ont une mémoire émotionnelle impressionnante », répondit Amélie, caressant le chien avec affection. « Bien meilleure que celle de nombreux humains. » Vincent regarda autour de lui, vers le complexe vibrant d'activité et de but. « Quand je pense à comment tout a commencé, à comment j'étais avant, ce n'était pas il y a si longtemps, » l'interrompit Amélie avec un sourire provocateur. « Et vous avez encore des moments de rechute, quand vous voulez tout résoudre avec de l'argent et du pouvoir. »« C'est vrai, mais je m'améliore, n'est-ce pas ?» demanda-t-il avec une vulnérabilité rare. « Oui, confirma-t-elle, nous nous améliorons. Tous, nous évoluons, nous apprenons, nous trouvons l'équilibre. » Ils marchèrent ensemble dans le jardin, suivis par Bernard qui s'arrêtait occasionnellement pour renifler une plante ou observer un insecte. Le crépuscule peignait le ciel de tons orangés, créant une lumière dorée qui baignait tout le centre. « Vous savez ce qui m'est venu à l'esprit l'autre jour, » commenta Vincent, « que nous sommes comme l'épine-sainte. Nous sommes nés de la destruction, mais nous avons trouvé un chemin vers la guérison. Vous, moi, Marine, Lucas, chacun de nous était perdu à sa manière. » Amélie considéra ces paroles. « J'aime cette analogie, mais je pense que nous sommes aussi comme ce jardin entier, divers, complexe, interconnecté. Chaque plante, chaque personne, chaque animal a son rôle dans l'équilibre plus grand. » Vincent sourit. C'était l'une des choses qu'il admirait le plus chez Amélie, sa capacité à voir au-delà de l'évidence, à trouver du sens et de la beauté dans la complexité de la vie. Ils arrivèrent à un banc sous un arbre touffu, l'un des endroits préférés d'Amélie pour se reposer après une journée de travail. Ils s'assirent côte à côte, dans un silence confortable, tandis que Bernard s'installait à leurs pieds. « Que pensez-vous qu'il se passera ensuite ?» demanda finalement Vincent. Amélie regarda l'horizon où le soleil commençait à se coucher. « Je ne sais pas exactement, mais je sais que ce sera un chemin que nous construirons ensemble. Pas seulement vous et moi, mais tous ceux qui se soucient de l'avenir de cette planète. Un pas à la fois, un jour à la fois. » Vincent acquiesça, ressentant une paix qu'il n'aurait jamais imaginée possible dans sa vie antérieure, de pouvoir et de contrôle obsessionnel. Il avait perdu beaucoup, de l'argent, du statut, certaines amitiés basées sur l'intérêt. Mais il avait gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, un but, des liens, une vraie famille. Alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel, Vincent Godoy comprit que son empire ne s'effondrait pas, comme beaucoup l'avaient prédit. Il se transformait simplement en quelque chose de plus significatif, de plus durable. Un héritage non pas de béton et d'acier, mais d'équilibre et de guérison. Et tout avait commencé avec un chien malade et une vétérinaire obstinée, qui avait refusé de s'incliner devant le pouvoir, une combinaison improbable qui avait changé non seulement la vie de Vincent, mais le destin d'un écosystème entier. À l'avenir, lorsque les gens raconteraient l'histoire de la transformation des entreprises Godoy et de l'émergence du centre environnemental Épine-Sainte, ils mentionneraient peut-être des stratégies d'affaires, des investissements dans la technologie verte, des partenariats innovants. Mais la véritable histoire, Vincent le savait, était beaucoup plus simple et profonde. Il s'agissait d'apprendre à voir au-delà de soi-même, de reconnaître que la vraie force ne réside pas dans le contrôle, mais dans la capacité à changer et à grandir. Bernard aboya doucement, attirant l'attention des deux. Le vieux chien regardait quelque chose au-delà du jardin. Suivant son regard, Vincent et Amélie virent Marine et Lucas s'approcher. Les frères et sœurs, autrefois, distants, marchaient maintenant côte à côte, conversant avec animation. La famille était réunie, non par obligation ou intérêt, mais par choix et but partagé. Et dans ce moment parfait, sous le ciel étoilé et entouré des personnes et du chien qui avait transformé sa vie, Vincent comprit ce qu'Amélie avait essayé de lui enseigner depuis le début.
que la vraie richesse réside dans les connexions que nous construisons, dans le bien que nous faisons, dans l'héritage positif que nous laissons. Un héritage qui, comme l'épine sainte, peut fleurir même sur les terrains les plus improbables. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Vincent et Amélie a touché votre cœur. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, laissez un j'aime à la vidéo et, plus important encore, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes. Maintenant, dites-nous, croyez-vous que toutes les personnes sont capables de transformation comme Vincent, ou certaines sont-elles au-delà de la rédemption? Laissez votre opinion dans les commentaires.